Sud Radio Berkov dans tous ses états. Thierry Stenner. Bonjour à tous, merci d'écouter Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 13h. Berkov dans tous ses états. Aujourd'hui, Thierry Stenner dans tous ses états. On est ensemble jusqu'à 13h sur la thématique des retraites, de la réforme des retraites. Et on va démarrer ce face-à-face avec Mélissa Asli-Petit, docteur en sociologie sur la thématique du vieillissement, dirigeante de Mixine Génération. Bonjour Mélissa. Bonjour. Bonjour Mélissa. Et vous n'hésitez pas, chers auditeurs, à contribuer à cet échange en nous appelant au 0826 300 300. Mélissa Petit, la première question que j'ai envie de vous poser, les Français peuvent-ils accepter une nouvelle réforme des retraites, 8 ans seulement après la dernière, la réforme Touraine, qui a augmenté les durées de cotisation, 12 ans après la réforme qui a déjà fait passer l'âge légal de 60 à 62 ans. Est-ce qu'on peut leur demander de repasser à la caisse, j'ai envie de dire, pour travailler 2 ans, 3 ans de plus ? C'est compliqué quand même de dire est-ce qu'ils vont l'accepter. Après, c'est plutôt quelle réforme sera mise en place ? Quelle réforme on propose en fait ? Est-ce qu'on doit toujours proposer cet allongement de l'âge légal de départ à la retraite qui insinue énormément de choses en fait, des questions sur l'emploi des seniors dont on parle pas, des écarts de pension entre les hommes et les femmes dont on parle peu. Donc c'est assez compliqué quand même de demander en effet aux Français sans prendre en compte de manière globale la situation. Alors, il y a quand même une question qui se pose. Quelqu'un qui a commencé à travailler en 1990 aura vu la règle du jeu concernant sa retraite changer 5 fois si Emmanuel Macron fait aboutir sa réforme. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir une sorte de respect du contrat social, au moins à l'échelle d'une seule génération ? Et là, c'est vraiment à la sociologue que je pose cette question. Est-ce que c'est acceptable qu'on nous change la règle du jeu tous les 5 ans, tous les 8 ans ? C'est plus ou moins acceptable. En tous les cas, c'est compliqué quand on se projette sur le moment au moment où on va partir, mais surtout, je dirais, ce pacte social, en tous les cas intergénérationnel, il est tout le temps reconfiguré. Et en effet, il n'est pas forcément juste de le modifier à chaque fois quand on se projette dans sa retraite. Et surtout sur comment on va la préparer. Puisque ces modifications, elles posent la question de comment on va la préparer, certes en termes de moment de vie, mais surtout en termes financiers. Alors, entre la question de l'âge légal, la question de l'âge du départ à taux plein, la question des annuités, franchement, on n'y comprend plus grand-chose. Et si vous avez aujourd'hui la cinquantaine passée, bon courage pour savoir à quel âge vous allez pouvoir partir à la retraite et avec combien. Est-ce qu'une plus grande souplesse permettrait pas à chacun de construire justement ce projet de retraite, qui n'est d'ailleurs pas synonyme de ne rien faire. La notion de retraite a évolué. Oui, il y a à la fois une nécessité d'avoir une souplesse parce que le parcours de vie des individus a changé. On n'est plus comme en 1945 quand on a instauré la retraite sur formation, travail et retraite, où tout le monde partait à peu près au même moment. Là, on est véritablement dans des situations individuelles totalement différentes. Vous allez changer d'emploi plusieurs fois dans votre vie, vous allez passer du salariat peut-être à l'entrepreneuriat. Tout va être modulé différemment. Et puis il y aura aussi la question des aidants qui est important aussi dans notre propre parcours. Donc il y a un besoin en effet de flexibilité mais sécurisée. Et ce que vous disiez sur le terme de retraite, en effet, la retraite n'est plus ce retrait de la vie sociale qu'on avait dans cet imaginaire collectif et qui était réel en 1945. On peut continuer à travailler, on peut faire de l'associatif, on peut être aidant, et vous le dites, c'est important. Oui, il y a 400 000 retraités qui travaillent, qui cumulent un emploi et une retraite, souvent à temps partiel, je l'espère le plus souvent en choix. Il y a à peu près un tiers des retraités qui sont bénévoles, ils font partie du monde associatif, en effet ils sont aidants, ils s'occupent de leurs petits-enfants également. Ils sont un vivier, je dirais, d'action, ils sont acteurs et ils ne sont pas que consommateurs. Ils ne sont pas qu'un poids pour la société, ce que parfois on a tendance à considérer un peu rapidement. En effet, j'avais écrit comme titre de livre « Les retraités, cette richesse pour la France » et c'est véritablement une richesse. Une richesse, à la fois je parlais d'action, d'utilité sociale et de participation sociale au niveau de la cité, de la citoyenneté, mais aussi au sein de leur famille. Et il y a aussi des donations financières auprès de leurs enfants, ce sont des aides. Véritablement, c'est comment on arrive à changer ce regard sur les plus âgés
à la fois en entrée à la retraite, mais aussi tout au long du parcours de vie, jusqu'à des fois des pertes d'autonomie. Alors avant de revenir très précisément à cette question des retraites, élargissons encore cette focale. Est-ce que la belle idée qu'il faudrait globalement réduire le temps de travail à l'échelle de la semaine, à l'échelle d'une vie, est-ce que cette idée est définitivement rangée dans le placard des utopies ? Parce que depuis un siècle, le temps de travail était l'enjeu d'un combat de civilisation. La journée de 8 heures en 1919, la semaine de 40 en 1936, la 5e semaine de congés payés, les 35 heures. Ça semblait être un horizon dégagé et naturel de raccourcir le temps de travail globalement. C'est intéressant ce que vous posez comme question. En fait, parler de la retraite, c'est parler du travail, mais aussi du futur du travail. Et il y a une récente étude de LinkedIn qui parlait de la flexibilité en emploi. Et cette flexibilité, elle est demandée aussi par les individus. On l'a bien vu au moment des confinements où on a pu télétravailler. On a envie, en tous les cas quand les métiers le permettent, de changer, de moduler le où et la temporalité, ce que vous disiez, sur combien de temps on donne. Mais aussi de ne pas être forcément contraint à du 9h-17h, si on le peut. Et cette flexibilité au travail, elle va être de plus en plus importante. Donc, s'intéresser au temps d'emploi, c'est une question à aborder et surtout, derrière, se demander comment on peut repenser ces cotisations en retraite aussi ou ce parcours d'emploi et de retraite. Mais le mot qui revient tout le temps, c'est qu'il faut travailler plus. Et en même temps, les gains de productivité ont été énormes ces dernières décennies. C'est la question, moi, je ne l'aborderai pas forcément sur comment travailler plus, mais plutôt sur la question du sens au travail. Si on y trouve du plaisir et du sens et de l'intérêt, bien évidemment, en fait, que la productivité sera là. Mais c'est comment on accompagne les parcours pour les reconfigurer vers des formations, d'autres emplois quand on a la possibilité de le faire et comment on arrive à trouver ce sens au travail. Mais alors finalement, pour revenir à cette question de l'éventuelle réforme des retraites et du passage de l'âge légal à 65 ans, est-ce que c'est pas cette question du juste équilibre entre le temps de travail et le temps de la retraite qui devrait être sortie véritablement de considérations purement budgétaires ? Est-ce que ça mérite pas un peu mieux ? Ça mérite nettement mieux. Alors après, c'est la sociologue qui parle. Peut-être qu'un économiste parlera différemment. Alors on aura un économiste tout à l'heure. C'est ça. Et donc, en effet, pour moi, s'intéresser à la retraite, c'est se projeter dans 15 ans, vous voyez. Et ce n'est pas faire des réformes de bout de ficelle. C'est vraiment s'imaginer quel sera le parcours de vie et d'emploi dans 15 ans. Et si on s'intéresse et on regarde la flexibilité, comme je dis, du travail, l'accompagnement des parcours, s'intéresser à l'emploi des seniors, parce que passer la retraite à 65 ans, ce n'est pas regarder l'emploi des seniors qui est aujourd'hui encore catastrophique en France. Et donc ça veut dire qu'on aura du chômage des seniors, des personnes qui auront peut-être des précarités au niveau de la retraite. Je pense qu'il y a un besoin, en effet. Un sur deux qui prend sa retraite n'est plus employé. Tout à fait. Déjà. C'est ça. Et donc ça veut dire un senior sur deux qui arrive donc à la retraite est au chômage. Donc il y a un besoin de regarder invalidité, différentes cases possibles. Il y a un besoin de regarder ce parcours d'emploi, ce parcours de vie et d'être véritablement, en adéquation avec la vraie vie des individus et non pas des spéculations financières. Les temps ont changé, mais c'est aussi une question fondamentalement de société. Je m'explique, quand Mitterrand en 81 passe la retraite à 60 ans, c'est un choix politique, sociétal, c'est pas un choix comptable. Je suis certain que les économistes pouvaient lui dire à l'époque que c'était une très mauvaise idée en termes de budget. Mais c'est aussi parce qu'on sortait des années 70 avec les pré-retraites massives. Et donc, ce qui a engendré cette culture de la sortie précoce du marché de l'emploi. Quand je dis les pré-retraites massives, c'est qu'on pouvait partir en retraite dès 55 ans en ayant quasiment son salaire, sans pouvoir, en étant considéré ni employable, ni retraité. Et donc, en fait, il y a eu cette nécessité, je dirais, de bercer cet âge légal de départ à la retraite, mais avec l'idée derrière de se dire, est-ce que en mettant, je vais être un peu politiquement non correct, mais les vieux dehors, eh bien on pourra augmenter les jeunes en emploi. Or, on sait très bien que quand on fait des mesures de ce type-là, eh bien elles ne fonctionnent pas. Et après, j'ai envie de dire qu'on est toujours sur cette lancée de la culture de sortie précoce du marché de l'emploi et qu'elle est nécessaire aussi de s'attaquer. Alors, il reste que c'est une réalité de constater qu'on vit de plus en plus longtemps. C'est un fait. L'espérance de vie à la naissance a augmenté de pratiquement 20 ans depuis 1945, depuis qu'on a créé ce système des retraites. Mais l'espérance de vie à 65 ans, et surtout l'espérance de vie en bonne santé, n'augmente pas tant que ça.
Non, et en effet, ça veut bien dire qu'il y a des parcours d'emploi qui sont un peu chaotiques, avec des conditions de travail complexes, et donc de fait, il y a aussi des impacts sur sa santé. Être un cadre et être un ouvrier, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, on valorise aussi les femmes dans leur propre espérance de vie, et c'est une bonne chose. Mais malgré tout, ce n'est pas forcément prendre en compte, je parlais des aidants, l'accompagnement que beaucoup de femmes ont de leur conjoint en perte d'autonomie, et donc qui vont avoir plus souvent des comorbidités. Donc il y a aussi ce point de vue de la santé qui est à prendre en compte. Est-ce qu'on a envie d'être comme dans certains pays asiatiques ou américains à travailler à vie ? Alors, les études de l'adresse, notamment, montrent que le niveau de vie des retraités est plus élevé que celui de l'ensemble de la population. Derrière cette moyenne, il y a évidemment des inégalités terribles, de grandes disparités, hein, bien sûr. Mais ça semble être un tabou de toucher au montant des pensions. Et donc, on demande aux actifs de faire un effort supplémentaire. Est-ce qu'il n'y a pas une faille de solidarité quelque part ? Quand on peut dire ça, oui, il y en a une. Oui, oui. Là, c'est comment on arrive à refonder un pacte de solidarité entre les générations. Celui de 45 était très intéressant et on voyait bien la notion d'entraide. Quelle entraide on a envie d'avoir aujourd'hui en 2022 pour 2042 par exemple ? Comment en fait on va faire lien les uns et les autres ? Je saute un peu du coq à l'âne, mais la question de la loi grand âge, c'est un peu la même chose. Pourquoi on la repousse d'année en année ? Mais on l'attend toujours. Hein. On l'attend toujours, on verra sur ce quinquennat. Mais justement, on nous dit qu'en travaillant plus longtemps, jusqu'à 65 ans, ça permettra de faire des économies, de faire rentrer de l'argent dans les caisses et donc de financer la perte d'autonomie. La perte d'autonomie, les besoins du grand âge, du 4e âge. Après, il y a peut-être d'autres lieux pour trouver des financements, mais il y a cette nécessité de se poser la question de la solidarité entre les générations et savoir quel pacte on veut créer et mettre en place. Et aussi de créer des nouvelles manières de penser. Est-ce que le bénévolat ou une entraide communautaire, quand je dis communautaire, c'est plutôt au sein de la commune, peut être valorisé ? Comment en fait on peut accompagner les relations entre les générations, la transmission. Je pense qu'on est tous c'est important de savoir d'où l'on vient, on est tous la résurgence, je dirais, de notre histoire et la nécessité de se dire comment on peut continuer à créer cette valeur. Dans cette question de la réforme des retraites et de la retraite à 65 ans, bien sûr, on ne peut pas ignorer que des gens ont envie de travailler jusqu'à 65 et au-delà. Et en même temps, vous le dites, beaucoup de seniors passés 52 ans, 55 ans, qui se retrouvent éventuellement sur le carreau, ont du mal à retrouver un emploi. C'est quoi le frein fondamental du côté des employeurs qui rechignent à embaucher quelqu'un qui a pourtant beaucoup d'expérience? C'est quoi le frein? C'est économique? Moi, je dirais qu'il est plutôt culturel. Pour moi, c'est l'agisme envers les seniors, en fait. Quand je parle d'agisme, ce sont les discriminations et les représentations sociales envers les plus âgés. Donc, on va considérer, en effet, qu'ils coûtent trop cher, qu'ils sont peu malléables, peu adaptables, différentes représentations négatives. Oui. Et c'est ces représentations-là qui pèsent, en fait, sur les plus âgés, sur ce marché de l'emploi. Il y a des besoins de levier et de montrer en fait que avoir plusieurs générations en emploi, c'est une richesse, c'est de la créativité, c'est vecteur d'innovation. Et beaucoup d'études le prouvent également, ou d'actions, d'entreprises. Là, en ce moment, le Club Landois a développé un acte d'engagement auprès d'un certain nombre d'entreprises pour valoriser l'emploi des seniors. Et je pense que c'est nécessaire que des entreprises s'engagent sur le sujet pour accompagner la formation. Mais vous savez, il y a aussi une forme de désocialisation professionnelle d'une certaine manière. C'est-à-dire que moi aussi, au bout d'un moment, individu, je vais me désengager. Et donc, de fait, c'est comme si on avait tellement intériorisé, banalisé ces représentations qu'on les a incorporées. Merci beaucoup, Mélissa Petit, pour ce regard et ces informations très intéressantes qu'on peut aussi retrouver dans votre livre, Les retraités, cette richesse pour la France. Merci beaucoup, Mélissa Petit. Merci à vous. Bonne journée. À vous. Sud Radio Berckhoff dans tous ses états. Thierry Stenner.
Et on continue à parler des retraites avec Mickaël Zemmour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes le co-auteur du système français de protection sociale qui est paru l'an dernier aux éditions La Découverte. Autant dire que vous connaissez bien le sujet dont on parle ce midi. Vous nous invitez à travers vos écrits à reconsidérer certaines idées reçues sur le système de retraite. Posons quelques chiffres déjà. Il y a en France 17 millions de retraités, à peu près, pour 30 millions d'actifs. Si je sais faire une division, ça fait 1,76 actifs pour un retraité. Ce serait même, d'après certaines projections, 1,5 en 2050. Bon, est-ce que c'est tenable ? Oui, c'est tenable, c'est une question de choix. En fait, la question sur les retraites, c'est toujours la même. La société produit un certain niveau de richesse. Quelle est la part des richesses qu'on laisse en salaire direct aux personnes qui sont en emploi ? Et quelle est la part de richesse qu'on consacre aux personnes qui sont hors de l'activité, que ce soit les enfants ou les retraités. Et donc c'est une question de choix et d'arbitrage. Effectivement, on a moins de personnes sur le marché du travail, mais elles sont aujourd'hui beaucoup plus productives qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc elles créent en fait davantage de richesses. On entend souvent, du côté gauche plutôt, que la retraite est un salaire différé. Ça veut dire quoi exactement ? Ouais, on entend salaire différé ou salaire socialisé. En tout cas, c'est l'idée que, d'une certaine manière, quand on est en emploi, on touche une partie de salaire direct. Ouais. Et en fait, quand on est en emploi, il y a une partie du salaire, de la rémunération des salariés, qui n'est pas versée aux salariés en emploi, mais qui est versée à des caisses. Des caisses par répartition. Et donc, pas pour soi, pour les autres, pour ceux qui sont aujourd'hui à la retraite. Pour des droits, en fait, qu'on a acquis. Et donc, ça peut être pour le chômage ou ça peut être pour la retraite. Et en fait, donc c'est cette idée-là, c'est qu'en France, avec notre système de répartition, la retraite, c'est pas de l'argent qu'on a mis de côté pour soi, c'est une partie du salaire qui est partagée. Ça serait de la capitalisation. Exactement. Ça se développe, la capitalisation, ça a été encouragé il y a quelques années. Alors, en France, ça a jamais été vraiment la mode. On est un pays où la capitalisation, c'est une par rapport aux autres pays, par rapport à d'autres pays, les États-Unis bien sûr, mais même certains pays d'Europe. Mais là, ils n'ont pas le choix. On a l'essentiel de la retraite est par répartition. La plupart des retraités ne vivent que de leur retraite. Et puis d'une autre chose aussi, la plupart des retraités sont propriétaires de leur logement. Et donc ils ont moins de loyer à payer. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le niveau de vie des retraités est globalement, pas individuellement, plus élevé que celui de l'ensemble de la population. Plus élevé, ça serait plus juste de dire c'est à peu près le même. C'est à peu près le même en fait. C'est-à-dire que vous avez des retraités pauvres qui gagnent autour de 1 000 euros par mois, un peu moins. Puis vous avez des retraités à tous les niveaux de vie de la population. Donc c'est à peu près le même, avec des choses différentes, c'est-à-dire qu'ils ont en général moins de loyer à payer. Mais par contre, ils vont payer des frais que les autres ne payent pas ou pas au même niveau, notamment les complémentaires santé. Vous savez que le prix d'une complémentaire santé passé 75 ans, c'est 1 500 euros par an, c'est quasiment un mois de retraite. Donc globalement, le niveau de vie des retraités aujourd'hui est bon quand on compare au passé ou aux autres pays, mais il est ni plus ni moins élevé, il est comparable à celui du reste de la population. Alors quand on parle d'économie des retraites, on parle souvent du poids de la retraite par rapport au PIB. Et là, le dernier rapport du COR, qui est sorti, le Conseil d'orientation des retraites, qui est sorti il y a 1 an, en juin 2021, nous donne plutôt des raisons de croire que d'ici quelques années, tout ira beaucoup mieux, en tout cas concernant ce poids de la retraite dans le PIB. Comment ça s'explique ? Puisque en même temps, je disais qu'il y a de moins en moins d'actifs par rapport aux retraités. Vous l'avez lu attentivement, c'est vraiment une bonne question. C'est-à-dire que la part des retraites dans le PIB est projetée à l'avenir pour se stabiliser, voire baisser légèrement. Alors même qu'on va avoir de plus en plus de retraités, la principale explication de ça, c'est l'effet des réformes passées. Vous en avez parlé tout à l'heure et elles ne sont pas finies de se faire sentir. Aujourd'hui, l'allongement de la durée de cotisation, les trimestres supplémentaires. Il va falloir aller jusqu'à 43 ans pour les personnes nées dans les années 70. Aujourd'hui, c'est 42, donc les conditions de la retraite vont se durcir. Et puis, les conditions de calcul de la retraite se durcissent aussi. C'est-à-dire que les personnes qui partent aujourd'hui à la retraite vont avoir une retraite un peu plus courte et un peu plus faible que les personnes parties il y a 10 ans, et ça va se prolonger. Les retraites complémentaires vont avoir tendance à diminuer un peu, et dans la fonction publique, on rémunère de plus en plus les fonctionnaires en prime et moins en salaire, qui comptent pas pour la retraite. Ouais, d'accord. Donc tous ces éléments-là, c'est des réformes qui ont été faites par le passé pour maîtriser les dépenses, mais les conséquences de ça, c'est que là, on a une sorte de tournant de la retraite avec plutôt une phase de décroissance des droits. Alors en gros, si on en croit le Conseil d'orientation des retraites, encore une fois, on aurait encore une dizaine d'années de déficit devant nous avant un retour à l'équilibre.
Et 10 ans, c'est exactement le temps qu'il faudrait pour que la réforme des 65 ans, voulue par Emmanuel Macron, entre en pleine application. C'est dingue. Oui, et surtout, il y a une sorte de... On joue sur les mots avec cette histoire de déficit. Il y a un petit déficit des retraites, ça dépend comment on le compte, mais en fait, ce déficit, il n'est pas lié à une explosion des dépenses, puisqu'elles sont orientées à la baisse. Il est plutôt lié à une baisse des recettes. Mais au-delà du déficit, c'est pas une très bonne idée de mettre en lien la réforme qui est proposée et le déficit, parce que les ordres de grandeur sont pas les mêmes. Ce que nous dit le Conseil d'orientation des retraites, c'est que en 2035, le déficit, ça sera entre 0, pas de déficit du tout, et 0,6, 0,7 points de PIB. Et on a plein de façons de répondre à ce déficit. On pourrait augmenter les recettes, les cotisations, on pourrait baisser un peu les pensions. On y reviendra sur l'augmentation éventuelle des cotisations, parce que ça fait partie des pistes qui vous choquent pas, vous, alors que ça paraît exclu par beaucoup de politiques. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que la retraite à 65 ans, elle est largement surcalibrée. En fait, elle équilibrerait pas le système, elle le mettrait en excédent. C'est-à-dire que le projet... Pour faire autre chose, en gros, pour baisser les dépenses publiques. Donc en fait, le projet pour financer ce qu'on disait avec Mélissa tout à l'heure, pour financer le grand âge. Oui, mais je pense pas que ça soit le cas. Quand on regarde vraiment les documents écrits, notamment pour l'Union européenne, etc., l'idée de réformer la retraite, c'est plutôt de baisser les dépenses publiques. Ça n'empêche pas de prendre un peu d'argent pour faire d'autres choses, mais c'est plutôt un projet de baisse des dépenses, plutôt que de répondre au déficit des retraites. Alors dites-moi, Mickaël Zemmour, votre point de vue n'est pas celui de tous les économistes. Vous en êtes conscient. Oui. Je pense au hasard, à Nicolas Bouzou, qui explique que la réforme est indispensable et urgente. J'ai l'impression de me retrouver face aux médecins qui étaient sur les plateaux pendant la période Covid et qui n'étaient pas d'accord entre eux. Comment les économistes n'arrivent pas à trouver le consensus sur cette question des retraites ? D'abord, c'est pas aux économistes de dire quelle réforme il faut faire. Les économistes. Non, mais c'est des maths. De dire il y a des sous, il y a plus de sous, il y a un trou, il y a pas de trou. Ça, c'est des tableaux Excel. On est d'accord. Quasi. Non, j'exagère. Oui, non, mais c'est quand même les politiques qui vont décider. On peut proposer plein de réformes différentes. C'est aux politiques de décider. Et donc, quand vous avez un économiste qui vous dit c'est ça qu'il faut faire, il fait un raccourci. C'est pas lui qui peut dire ce qu'il faut faire ou pas. Ça, c'est la première chose. Mais il peut dire on va dans le mur. Il peut dire on va creuser le déficit et c'est dangereux. Bon, alors, creuser le déficit, clairement non, c'est pas ce qui est prévu. Ouais. Personne, même les instances internationales, n'est inquiet pour la santé financière de la France. Après, il y a une question politique qui est importante. On consacre aujourd'hui 14 points de PIB pour les retraites. D'accord ? On va avoir de plus en plus de retraités. Et donc la question c'est, est-ce qu'on veut que la retraite dans 20 ou 30 ans, elle ait en gros la même tête qu'aujourd'hui ? Ou alors est-ce qu'on pense qu'on met trop d'argent pour les retraites et qu'on dit aux personnes qui sont aujourd'hui sur le marché du travail, vous aurez une retraite plus courte et moins élevée. Et ça, c'est un choix politique. Et effectivement, moi je dis que on peut utiliser tous les leviers, c'est-à-dire qu'on peut faire un mix de tout. Aujourd'hui, la position, vous citiez Nicolas Bouzou, mais même du gouvernement, c'est de dire, à l'avenir, tous les ajustements vont se faire avec des retraites plus courtes et moins élevées, et on ne mettra pas un centime de plus dans le système. Je dis, c'est une position très radicale, on pourrait utiliser les trois leviers. Voilà, et vous dites augmenter les cotisations sociales, c'est un levier, effectivement, et vous dites que ça serait supportable. À combien s'élèverait cette éventuelle hausse des cotisations pour les actifs si on voulait équilibrer et être tranquille ? En gros, j'avais fait le calcul il y a quelques mois. Si on veut empêcher, par exemple, les retraites de baisser, parce qu'on nous dit que les retraites vont baisser dans 20 ou 30 ans. Si on veut maintenir le système. Si on veut maintenir sans réforme d'âge, et donc on veut maintenir les retraites à leur niveau actuel, il faudra augmenter les cotisations employeurs plus salariés de 0,2 points par an. Ouais. C'est extrêmement peu, en fait. Ça serait quasiment $1. Alors, si vous faites ça tous les ans, au bout d'un moment, ça commence à faire. Oui. On peut discuter est-ce que c'est 0,1 ou 0,2, mais en tout cas, c'est pas du tout insupportable. D'autant plus que si on le fait pas, qu'est-ce qui va se passer ? Les personnes qui en ont les moyens, elles vont chercher à compléter leur retraite. Elles vont adhérer à des plans par capitalisation. Donc en fait, quand on sait qu'on va avoir plus de retraités, la question n'est pas est-ce qu'on mettra plus d'argent dans la retraite ? Ça sera le cas de toute façon. C'est est-ce qu'on met plus d'argent dans le système public ? Ou alors est-ce qu'on met pas plus d'argent dans le système public, mais on dit aux gens débrouillez-vous. Il faudra faire de la capitalisation pour ceux qui peuvent, et puis tant pis pour les autres.
Alors, entre l'âge légal et le nombre de trimestres pour avoir une retraite à taux plein, je le disais tout à l'heure, bon courage si vous avez la cinquantaine passée pour faire vos calculs et savoir quand vous pourrez partir et avec combien. On a l'impression parfois que justement sur ce double critère de l'âge et des trimestres, certains politiques cherchent un peu à nous enfumer, parce que c'est très compliqué finalement à comprendre. La dernière réforme en date, donc celle de Marisol Touraine en 2014, c'était effectivement l'allongement de la durée de cotisation. Aujourd'hui, économiquement, qu'est-ce qui serait le plus juste si on voulait toucher à ce levier-là? Augmenter l'âge légal, augmenter encore le nombre d'annuités, qu'est-ce qui serait économiquement le plus sensé? Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait d'abord laisser à la société le temps de s'adapter aux réformes précédentes. Ça a été dit tout à l'heure, vous l'avez dit, vous avez 4 personnes sur 10 à peu près qui sont plus en emploi au moment où elles partent à la retraite, qui sont en invalidité, au chômage, etc. Parce que les réformes récentes, elles sont encore en activité. Et ensuite, âge et durée, c'est d'habitude les paramètres qu'on utilise, mais on a peut-être été au bout de l'exercice. La durée, elle va être jusqu'à 43 annuités, c'est extrêmement long. Et donc, peut-être que la bonne chose à faire, ça serait de regarder la réalité des carrières des individus, des femmes surtout, mais des hommes aussi, des périodes d'interruption, etc. Et de fixer un nouveau type de critères qui soit atteignable pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des personnes à 30 ans, quand on leur dit c'est 43 annuités, c'est très décourageant parce qu'elles savent déjà qu'elles ne seront pas dans les clous. Alors concrètement, l'exécutif met beaucoup l'accent en ce moment, parce qu'on parle de pouvoir d'achat, c'est bien normal, sur l'augmentation à travers des primes, la prime Macron qui va être triplée, ou la participation pour améliorer donc le pouvoir d'achat. Ce sont autant de revenus, on est bien d'accord, qui ne comptent pas pour la retraite. Non seulement ça compte pas pour la retraite, mais ça creuse le déficit. En fait, la prime Macron, c'est un excellent exemple. Il n'y a pas de cotisation dessus. Il n'y a pas de cotisation dessus, donc c'est une façon pour l'employeur de vous payer. Pour aller très vite, on pourrait dire que c'est du black légal. On vous paye, mais vous n'avez pas de droit pour vous, et il n'y a pas de cotisation dessus. Donc d'un côté, ça compte pas pour votre retraite, et de l'autre, ça creuse le déficit. Rappelons qu'il y a 5 ans, donc Emmanuel Macron ne voulait pas toucher à l'âge légal, en tout cas quand il a été élu en 2017. Il voulait une réforme systémique avec un système de retraite à points, en dehors du fait qu'on n'y comprenait absolument rien. Est-ce que cette réforme à points était plus juste ? Plus juste, je ne sais pas. En tout cas, elle était moins dure en termes de quantité d'économie et d'âge de la retraite. C'est-à-dire que le projet qui nous est annoncé aujourd'hui, il a abandonné ce côté grande réforme du système. Mais par contre, en termes d'économie qui est souhaitée et d'âge, c'est plus dur, c'est plus violent que la réforme qui a été abandonnée en 2020. Si on repousse l'âge légal de 2 ans ou de 3 ans à 64 ans ou à 65 ans, Emmanuel Macron fait le pari que l'emploi des seniors va s'améliorer. Alors, il prend comme référence le fait que le passage de 60 à 62 ans a effectivement amélioré l'emploi des seniors. Il y a quand même un risque que ce ne soit pas exactement la même chose dans la tranche 62-65 ans. Alors, et que le chômage augmente. C'est sûr qu'on ne peut pas tirer un élastique à l'infini, et donc quand on passe de 60 à 62 ou 62 à 65, c'est pas la même situation, on n'est pas dans la même condition de santé. Après, il y a 2 effets quand on déplace l'âge légal qui vont avoir lieu en même temps. Les personnes qui sont en emploi, c'est vrai, elles vont rester plus longtemps. C'est le cas notamment des cadres, on l'a observé quand on est passé de 60 à 62 ans. Par contre, les personnes qui sont plus en emploi au moment de 62 ans, aujourd'hui, elles vont connaître un allongement de leur sas de précarité. Et ces personnes-là sont très nombreuses, particulièrement chez les ouvriers et chez les employés, sont presque plus nombreux qu'en emploi à 61 ans aujourd'hui. Oui. Donc pour moi, la principale crainte sur ce projet de réforme, c'est qu'on allonge cette période de précarité entre emploi et retraite. Et ça, c'est pas un secret, c'est-à-dire que le gouvernement aujourd'hui, le ministère de l'économie, quand il fait des projections, il considère que pour 1 euro de retraite qu'on versera en moins, parce qu'on va décaler l'âge, il faut prévoir 50 centimes de prestations sociales en plus, chômage, invalidité, maladie, etc. Et donc, peut-être que le principal effet de cette réforme, ça serait effectivement d'allonger l'emploi de ceux qui peuvent, qui ne veulent pas toujours, mais de ceux qui peuvent, mais à côté de creuser la précarité d'un très grand nombre de gens. Merci beaucoup, Mickaël Zemmour, pour cet éclairage. Je renvoie à votre ouvrage, l'ouvrage que vous avez coécrit, qui s'appelle Système français de protection sociale. C'est aux éditions La Découverte. Merci, Mickaël. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Thierry Stenner. Troisième éclairage sur ce dossier des retraites qu'on traite ce midi avec Arnaud Robinet. Vous êtes maire de Reims. Bonjour Arnaud Robinet. Bonjour. Vous étiez aux Républicains et vous avez rejoint le parti Horizon d'Édouard Philippe. Vous vous êtes beaucoup exprimé ces dernières semaines sur la nécessité de cette réforme des retraites. Pour vous, l'objectif doit être clairement fixé à 65 ans et il y a urgence à faire cette réforme, à la faire vite et bien. On a quand même en même temps l'impression que ce sujet de la réforme des retraites a un peu disparu de la campagne après le second tour de la présidentielle, et en attendant les législatives, il y a un peu de mou dans la corde à nœud du côté de la Macronie sur la réforme des retraites. Il y a peut-être un certain nombre de messages qui laissent à penser que l'on veut prendre du temps. Prendre du temps, c'est nécessaire, négocier, échanger avec les partenaires sociaux. Mais il est vrai que le message a un peu été brouillé. On a entendu la Première ministre dire que 65 ans n'était pas un totem. On a entendu le ministre Dussopt dire qu'il pouvait encore y avoir une réflexion sur l'augmentation de la durée de cotisation. Il est vrai qu'on est un peu dans le flou, mais sur un sujet qui est anxiogène pour nos concitoyens, et j'en conviens parfaitement, je pense qu'il faut avoir un langage de vérité, et que cette réforme, elle est nécessaire. C'est aussi une question de modèle de société que l'on veut pour les années futures. Alors, avant le premier tour de la présidentielle, c'est vrai qu'Emmanuel Macron semblait vouloir y aller sabre au clair, si j'ose dire. Entre les deux tours, il a commencé à dire que les 65 ans, effectivement, n'étaient pas un totem, que ça pourrait être 64, avec une clause de revoyure. Et puis là, bon, le sujet a un peu disparu, il n'a plus l'air si prioritaire. Urgent, pas urgent de faire cette réforme ? Pour moi, il est urgent de faire cette réforme. Bien évidemment, en prenant son temps, il n'est pas question de passer en force, et notamment sans dialogue et concertation avec les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux vous disent que c'est niette pour eux, donc... Oui, mais on ne peut pas dire niette avant d'avoir engagé des négociations et d'avoir échangé. La question est de savoir quel modèle nous voulons. La question est de savoir si nous voulons sauver notre système par répartition, qui est un modèle basé sur la solidarité intergénérationnelle. Est-ce que l'on souhaite passer à un système par capitalisation à ce moment-là, c'est-à-dire un système individuel? Je ne le crois pas. Je crois que nous devons nous battre et conserver ce système par répartition. Et puis, derrière, il y a d'autres recherches de financement. Je rappelle que sur la table, il y a aussi le financement de la cinquième branche, c'est-à-dire de la dépendance. Il y a la question également de l'indépendance de la France d'un point de vue budgétaire et financier au niveau de l'Europe. Et quand on voit tout ce qui a été annoncé, notamment ce qui va être annoncé dans le cadre de la revalorisation du pouvoir d'achat et également de la revalorisation des retraites, à un moment, il va falloir trouver l'argent pour pouvoir assumer l'ensemble de ces dépenses. Oui, donc c'est pour faire autre chose en fait. C'est pas pour assurer la pérennité du système des retraites. D'ailleurs, Michael Zemmour, qui était avec nous juste avant, économiste, nous dit non, il n'y a pas péril en la demeure, s'agissant de l'équilibre de nos retraites. Donc peut-être l'idée, c'est de financer d'autres trucs. Il y a péril dans la demeure dans les années qui viennent, dans les 10 ou 15 ans. Et d'ailleurs, cela avait été déjà dit par Michel Rocard dans son livre blanc dans les années 80, lorsque François Mitterrand était revenu, était passé de 65 à 60 ans. Et donc, il y avait déjà des inquiétudes, notamment par rapport à l'évolution de la société, l'évolution démographique, et notamment cette évolution du rapport actif-retraité. Mais je crois qu'il faut être très clair des Français et non pas seulement leur parler de l'équilibre des régimes des retraites, pas seulement, bien sûr, parler de l'âge ou du recul âgé par la retraite, mais de leur dire, voilà, aujourd'hui sur la table, quels sont les besoins pour assurer la retraite de nos aînés, de nos aïeux, et assurer également leur fin de vie et la dépendance. Et la réforme des retraites, qui, bien sûr, doit nous amener à travailler un peu plus longtemps, avec, bien sûr, des recettes supplémentaires, doit nous permettre de financer une partie de la dépendance, mais également d'assurer le financement des retraites dans les années futures. Et Michael Zemmour l'a dit clairement tout à l'heure, et d'ailleurs, je partage en grande partie ses propos, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous augmentez les cotisations salariales et patronales, à un moment où on parle de pouvoir d'achat. De pas beaucoup, il disait 0,2%. J'entends, oui, ça reste à affiner, mais je crois que le message, à un moment où on parle du pouvoir d'achat, je ne crois pas que ce soit d'actualité. La question de la baisse des pensions, en tout cas,
pour moi et pour nous à Horizon, il n'est pas question de diminuer les pensions, ou alors l'augmentation de la durée de cotisation. Mais entre ces deux paramètres, cotisation et âge, on sait très bien qu'il y a un paramètre qui est plus rapide que l'autre en termes de recettes, c'est notamment le recul de l'âge du départ à la retraite. D'après les calculs du Conseil d'orientation des retraites, le corps, l'âge réel de départ à la retraite passerait de toute façon, enfin sans réforme, hein, passerait de toute façon naturellement à 64 ans d'ici 2040. D'ici 2040, bien évidemment, avec l'augmentation des droits de cotisation et les 43 ans, mais est-ce qu'on doit attendre 2040 pour assurer ce système par répartition ? J'en doute. Je crois que les choses vont relativement s'accélérer et que l'urgence est d'agir aujourd'hui. Donc, oui, allons-y. Je le dis, mais de façon non pas anxiogène. Je crois véritablement que les Français sont aptes à comprendre cette nécessité de travailler un peu plus longtemps, mais en prenant en compte, bien évidemment, les spécificités. Je pense aux carrières longues, qui ont déjà été d'ailleurs prises en compte dans la réforme Balladur et la réforme Fillon de 2010, mais également la pénibilité. Alors sur la pénibilité, il faut bien définir ce qu'est un travail pénible. On n'a jamais su définir ce qu'était vraiment la pénibilité. Mais il y a peut-être on a même supprimé des critères en début du précédent quinquennat. Donc, certains critères ont évolué. La pénibilité forcément évolue depuis un certain nombre d'années, de par notamment aussi l'amélioration des conditions de travail dans certaines branches d'activité. Il faut bien sûr le prendre en compte. Bon, il n'en reste pas moins que les Français sont eux majoritairement opposés à un report de l'âge de la retraite. Quand on leur pose la question, plus de 2 tiers des Français disent être opposés à cette réforme. Est-ce que vous craignez une sorte de 4e tour dans la rue lorsque la réforme viendra sur le tapis à la rentrée ? Bien évidemment, et je le comprends parfaitement, lorsque vous sondez les Français et vous leur demandez s'ils sont prêts à travailler un peu plus longtemps, je comprends parfaitement, et notamment dans la période dans laquelle nous vivons, qu'il y a une réticence, bien évidemment. Mais je crois qu'il faut faire beaucoup de pédagogie, non pas passer en force, mais prendre le temps du dialogue et de la concertation. Moi, j'appelle à une conférence sociale dès cet été qui doit durer 3 voire peut-être 6 mois pour ensuite prendre des décisions. Ça sera plutôt à la rentrée. À la rentrée, oui, en septembre. Oui. Pas cet été, mais on peut commencer les négociations, les échanges avant la rentrée. Elisabeth Borne a déjà reçu ces derniers jours les différents partenaires sociaux, notamment Laurent Berger de la CFDT. Bon, on verra ce que ça donne. Merci beaucoup Arnaud Robinet d'être venu nous rendre visite ce matin. Belle journée à Reims, une ville que j'aime beaucoup. À bientôt. Je te sais, à très bientôt.